qu'est-ce qui vous fait penser que l'investissement durable a un avenir et peut-il servir à la relance de notre économie mieux, par exemple, que l'investissement classique? Ou craignez-vous aussi quelque peu quelques effets de mode qui pourraient être sans lendemain? Je crois qu'on a passé l'étape de l'effet de mode. Je suis dans ce secteur-là. Enfin, je suis très impliqué dans la finance durable depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Je pense que c'était des questions qu'on pouvait se poser légitimement il y a 5, 6 ans, peut-être encore 3, 4 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est une évolution structurante et structurelle du métier de la finance qui simplement a compris, enfin, j'espère, commence à comprendre que ce n'est pas un métier purement neutre et que c'est une partie de l'économie qui peut avoir une influence sur la trajectoire de l'économie elle-même. Et donc, c'est dans ce sens-là que je pense que la finance durable peut avoir un rôle spécifique pour réorienter les capitaux et donc réorienter l'économie vers une transition. Tout à fait. Donc vous dites la finance traditionnelle doit devenir durable. Mais alors, que veut dire plus précisément durable pour vous? Vous avez parlé de long terme, mais on assiste aussi à un foisonnement de qualificatifs dans la communication financière: vert, durable, soutenable, décarboné, dont le sens précis peut parfois nous échapper, si tant est qu'ils en aient un dans certains cas de figure. Et pour vous, donc, qu'entendez-vous par durable? Pour moi, c'est évidemment la définition classique, c'est on prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux, et donc on ne regarde pas que les sujets financiers, mais aussi les sujets extra-financiers. Moi, je pense que c'est une démarche beaucoup plus globale que ça. C'est ne pas, enfin, c'est revenir pour ce qui est un investisseur, hein, je dirais, à la base de ce qu'est le métier de l'investissement, c'est-à-dire faire confiance à des hommes, à des projets, à des entreprises. Et donc, cette notion de confiance, moi, elle me paraît absolument clé. Évidemment, elle est très fortement déconnectée d'une forme de finance qui consiste à essayer d'obtenir un profit extrêmement court terme sur des marchés financiers en pariant sur l'évolution d'un concept qui n'est plus une action d'une entreprise, n'est plus la participation dans le projet, mais un concept qui est un instrument financier qui va évoluer dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Donc, revenir à cette notion de confiance fondamentale. Et donc, cette notion de confiance implique de connaître les projets, de les identifier, d'avoir une grille d'analyse. Et la grille d'analyse qu'on pense, nous, pertinente, c'est évidemment la grille d'analyse qui est, je pense, celle qui est dominante dans le monde, c'est-à-dire c'est quoi le monde de demain et comment on fait en sorte que le monde de demain soit meilleur, notamment, évidemment, dans le contexte du réchauffement climatique. D'accord. Oui, non, non, mais c'est clair. Mais alors, moi, je suis un épargnant. Bien évidemment, quand je mets de l'argent, je souhaite que ça rapporte un peu d'argent et que l'idée de mon investissement n'est pas de perdre nécessairement de l'argent. Comment un portefeuille d'investissement durable peut-il être aussi rentable qu'un portefeuille d'investissement classique? Dans mon esprit, peut-être parce que j'ai eu quelques formations financières un peu simplistes, l'idée que si on rajoute des contraintes, quelque part, la rentabilité va baisser. Est-ce que ça ne s'applique pas à l'investissement durable? Ou qu'est-ce qui ferait que l'investissement durable puisse être aussi, si ce n'est plus, rentable que l'investissement classique? Et donc attirer l'épargne. D'abord, il faut regarder dans des cas très concrets, très précis. Hein, euh, fabriquer un portefeuille d'actions, par exemple, ce qu'on vend au grand public, c'est quoi? C'est fabriquer un portefeuille avec une cinquantaine de valeurs dans le portefeuille. Il y a aujourd'hui dans le monde de disponibles plusieurs milliers d'entreprises qui sont cotées dans lesquelles on peut investir. Donc, sélectionner 50 valeurs parmi quelques milliers, on voit bien qu'on est sur quelque chose d'extrêmement granulaire, hein, d'extrêmement sélectif. Alors évidemment, certains utilisent une méthode très simple. Ils prennent les 50 plus grosses capitalisations boursières en investissant directement dans les indices. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons une gestion active. Est-ce que prendre les 50 premières capitalisations boursières, même d'un point de vue théorique, financier, aboutira à une meilleure performance que sélectionner 50 valeurs sur la base d'une analyse qualitative? Je ne sais pas. Je pense que là, on dépasse la simplicité de la théorie financière et je crois qu'il y a plusieurs lots de 50 valeurs parmi les milliers qui existent qui peuvent être performantes. Nous, on en sélectionne une à travers un style de gestion
qui consiste à favoriser effectivement des solutions au développement durable. D'autres ont un style plutôt value et vont aller chercher les boîtes qui sont plutôt décotées. Je crois qu'il y a plusieurs solutions pour faire ça. Ensuite, je pense ensuite qu'il y a des tendances qui sont fortes et il y a des tendances de croissance dans le marché qu'on doit réussir à capter et que le marché ne voit pas forcément très bien tout de suite. Enfin, le point de départ quand même de toute la théorie financière, c'est l'efficience des marchés. Donc effectivement, si on prend pour point de départ que les marchés sont parfaitement efficients et que le prix de marché correspond à la réalité absolue de l'économie, alors oui, probablement, les méthodes de finance durable ne sont pas les plus pertinentes. Mais je ne crois pas à cette efficience parfaite aujourd'hui des marchés financiers, notamment dans leur capacité à comprendre la dynamique de croissance qui est liée à la nécessité de résoudre des problèmes climatiques notamment. Alors, cette dynamique de croissance, elle va être aussi accélérée par des interventions externes, notamment celles des pouvoirs publics, et notamment donc toutes les grandes initiatives de relance qu'on voit là post-Covid et qui vont évidemment accélérer ces tendances de croissance. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre à l'inverse que la tendance actuelle, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des pouvoirs publics, sous la pression des régulateurs, qui va favoriser justement l'investissement durable, plus ou moins dans le sens où vous l'entendez, mais de façon générale dans cette direction, ne risque-t-elle pas de créer une bulle financière qui serait dangereux aujourd'hui, par exemple, pour un épargnant de rentrer sur ce marché? Ou pensez-vous au fond que la montée en puissance de l'investissement durable va pouvoir se combiner et en quelque sorte absorber ce qui pourrait être à court terme un phénomène de bulle plus ou moins intense? Alors, c'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, la croissance de l'investissement durable et les besoins qu'on a en termes d'investissement sont tellement énormes qu'on est en capacité d'absorber, je crois, des flux importants d'épargne dans ce domaine. Après, le risque de bulle n'est pas exclu. Mais le risque de bulle n'est pas exclu pourquoi? Parce que le fonctionnement des marchés lui-même n'a pas changé. C'est-à-dire qu'une des grandes difficultés de la finance durable aujourd'hui, malgré tout, c'est qu'on a développé des produits, des obligations vertes, des fonds d'investissement verts, des fonds d'investissement responsables qui effectivement vont apporter des flux dans une certaine direction. Donc on a finalement modifié ce qui est à la marge du système. On a inventé de nouveaux outils, mais qui viennent se brancher sur un fonctionnement des marchés lui-même qui a peu évolué. Bon, après, je crois qu'aujourd'hui, le risque de bulle, il est beaucoup plus fort sur des entreprises précises que sur des secteurs dans leur ensemble. Je dirais que typiquement, ce qu'on voit comme un peu exubérance irrationnelle, c'est plutôt autour d'une boîte comme Tesla, par exemple, Oui. plutôt que sur un secteur de l'énergie renouvelable dans son ensemble. Donc, c'est à nouveau dans la sélection des valeurs qu'il va falloir être extrêmement prudent. Et pour vous, plus fondamentalement, quelle est, selon vous, la place respective de l'État et du marché, du consommateur et de l'investisseur dans une relance verte de l'économie aujourd'hui? Vous avez indiqué que Mirova était Bicorp, on est aussi société à mission, c'est-à-dire qu'on a pris le statut de société à mission, c'est-à-dire que je pense que le fait que les entreprises soient gérées en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes est quelque chose de très important et de consubstantiel à la finance durable, j'allais dire. C'est quelque chose que nous, on a pensé depuis le début, on a soutenu les travaux de la chaire d'Armand Actuel et de Blanche Ségrestin sur justement la gouvernance des entreprises depuis le début. Et on pense que c'est un élément essentiel au-delà de la sélection des valeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de finance durable si on n'a pas une évolution en parallèle du rôle des entreprises au sein de la société et au sein de l'économie. Et ce rôle des entreprises, à partir du moment où on dit les entreprises de la finance ont un rôle dans l'intérêt général, évidemment,
c'est une relation entre le public et le privé qui doit se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt général qui est défini en quelque sorte par le secteur public, par les pouvoirs publics ou par les ODD au niveau mondial. Et puis ensuite, il y a les entreprises qui se positionnent par rapport à ça et qui disent, dans le cadre de cet intérêt général, voilà quel est mon rôle, voilà comment moi je me positionne. Donc, et évidemment, les citoyens, les consommateurs, les épargnants aussi, qu'on oublie souvent, ont un rôle extrêmement clé à jouer là-dedans. Vous savez, la finance durable, de façon générale, n'a jamais été aussi efficace que quand elle a été complètement liée à des mouvements sociétaux extrêmement forts. Ça a été le cas il y a un siècle, après la Première Guerre mondiale, où on disait plus jamais ça et où évidemment il était assez logique d'exclure l'armement. Ça a été le cas au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, où on a eu un mouvement très très fort des universités américaines et en parallèle des investisseurs qui ont décidé de désinvestir les sociétés qui étaient présentes en Afrique du Sud. Ça a été d'une certaine façon le cas avec le climat. Je crois que la finance durable a commencé à être réellement forte sur le climat quand le mouvement sociétal s'est aussi mis en mouvement sur ce sujet-là. Donc je crois que effectivement, État, société civile, finance et économie doivent être de plus en plus liés et corrélés sur ces sujets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce focus de l'après-midi, les investissements verts au service de la relance. Nous allons donc, c'est ce à quoi nous invite l'intitulé de la table ronde, nous allons donc essayer d'aller au-delà du greenwashing, de ces beaux discours, place à l'efficacité économique de ces investissements verts et donc à ces praticiens qui nous font l'amabilité d'être avec nous dans ce panel, dans des secteurs très divers, de l'énergie à l'agriculture, en passant par la finance et l'audit. Je vais vous présenter succinctement chacun à votre tour. Bonjour Claire Vézan. Vous êtes la secrétaire générale d'Engie, ancienne directrice de cabinet à Bercy du ministre de l'économie et des finances de l'époque, Michel Sapin, ancienne directrice adjointe également du cabinet du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Bonjour à vous et à tout à l'heure. Hervé Elias, vous êtes le PDG du groupe Mazars. Bonjour, diplômé d'HEC. Mazars, un groupe international évidemment d'audit et de conseil présent dans 91 pays. À tout à l'heure. Claire Goudet, bonjour à vous. Vous êtes la directrice générale déléguée de Rocher Participation. On reviendra tout à l'heure notamment sur vos stratégies d'investissement. Et Xavier Dorchy, bonjour. Le temps d'allumer le micro. Vous êtes diplômé d'AgroParis Tech, de l'ESSEC, directeur général délégué de Sophie Protéol. En pointe donc dans la définition de la stratégie et du développement du groupe, en pointe donc sur les investissements pour ce qui vous concerne dans les filières agricoles et agroalimentaires. À tout à l'heure. On va commencer notre tour de table avec Philippe Trainard. Bonjour à vous, Philippe. Bonjour. Membre du Cercle des économistes, titulaire de la chaire Assurance au Conservatoire national des arts et métiers. Philippe, il y a 3 mots-clés dans l'intitulé de notre focus, investissement, vert et relance. Comment on les fait dialoguer ensemble, ces 3 concepts? Merci Fabien. Oui, je crois que l'intitulé nous amène à nous interroger sur ces 3 concepts. D'abord, investissement. Il est de coutume d'associer relance et demande, relance et consommation, mais plus rarement investissement. Pourquoi l'investissement devrait-il aujourd'hui avoir une place plus importante dans la renaissance de l'économie à la suite du choc de Covid ? Eh bien, je crois qu'il faut bien voir que les insuffisances de l'investissement en infrastructure dans de nombreux pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, probablement plus qu'en Europe d'ailleurs, notamment dans les domaines de la santé, sont patents et que d'autres investissements deviennent très importants comme dans l'Internet.
Deuxièmement, on a vu un tassement plus net de la formation brute de capital fixe que de la consommation. Et on peut craindre avec l'envolée de l'endettement de tous les agents, État et entreprises compris, mais aussi des ménages, eh bien que le tassement ne soit aujourd'hui de plus structurel et de long terme qu'il ne l'a été en 2008 et 2009. Alors, maintenant, pourquoi un investissement vert? Pourquoi vert? La place de l'investissement vert dans le redémarrage de l'investissement n'est pas en soi évidente. A priori, on devrait plutôt privilégier, à la façon keynésienne, les investissements qui permettent de desserrer immédiatement, rapidement, et à coût et risque réduit, les taux des capacités de production limitées, sans se mettre de contraintes particulières sur la nature de cet investissement. La première raison qui milite toutefois en faveur de l'investissement vert réside dans le fait que la recette keynésienne n'est pas aussi efficace qu'on veut bien le dire, que l'on regarde depuis 2008 les différentes relances entre guillemets keynésiennes, eh bien, ont fait long feu et ne nous ont pas permis de retrouver la croissance qui prévalait avant la crise. Donc, la recette keynésienne n'est plus aussi bonne qu'elle ne l'était autrefois. La deuxième raison est que la relance actuelle doit se donner pour objectif non seulement de retrouver le niveau d'activité et de richesse d'avant la crise de la Covid, ce qui pourrait nécessiter peut-être moins de relance qu'on ne le pense, mais aussi de retrouver un sentier de croissance économique qui a été perdu depuis la crise financière. Elle doit donc viser à trouver une solution au ralentissement du progrès technique et à la saturation progressive de la demande et des opportunités d'investir que nous avons observées dans les économies avancées depuis la crise financière. En raison de l'orientation de la demande sociale, n'est-ce pas, du sociétal auquel Philippe Zawati a très brillamment fait allusion il y a quelques instants, qui valorise de plus en plus les solutions au changement climatique, eh bien, il est de plus en plus clair que le progrès technique tend progressivement à se concentrer dans ce domaine du vert aux dépens des autres domaines. Quant à la saturation de la demande qui déprime naturellement l'investissement, elle induit aussi une expansion de l'univers des risques économiques qui incite les ménages à épargner. Il en résulte un déséquilibre croissant entre épargne et investissement qui menace d'étouffer toute reprise de l'économie mondiale. Une montée en puissance rapide des investissements verts constitue une part non négligeable et relativement aisée à mettre en œuvre de la solution à ce déséquilibre. Naturellement, pour cela, il faut croire dans le progrès technique et dans les innovations technologiques qui vont arriver. Alors, je crois qu'il faut mettre maintenant en œuvre aussi, troisième raison, des politiques conjoncturelles dont les effets sur l'économie sont plus durables que les effets des politiques conjoncturelles antérieures. Il faut éviter surtout que les politiques de relance ne fournissent les éléments déclencheurs des futures crises, comme ce fut le cas après la crise des valeurs Internet du début des années 2000, et certains le pensent après les politiques de relance qui ont suivi la crise financière. L'investissement est de ce point de vue plus utile que la consommation, certes, mais au sein de l'investissement, les investissements verts ont une place particulière car ils sont le fer de lance de l'avenir, ils sont le fer de lance de l'innovation et des progrès techniques de demain. Attention, bien évidemment, quand on en dit investissement vert, c'est ce qui permet de réduire le changement climatique, ce qui permet de réduire les émissions de carbone, les émissions de méthane, etc. L'investissement vert, attention, doit se définir en termes de dérivés et non de substances. Ne succombons pas, n'est-ce pas, à ce que Gaston Bachelard, le philosophe Gaston Bachelard, appelait l'obstacle de l'éponge. Alors, l'apparent excès de l'épargne ne doit pas être résorbé par une baisse de l'épargne, qui pèserait nécessairement sur l'investissement et la croissance, mais par une hausse de l'investissement. Mais dans une situation où les agents sont trop pessimistes ou trop fileux et réticents à prendre des risques, se pose la question de savoir comment les inciter. On peut les inciter quelque peu négativement. C'est la question du prix du carbone. Il faut augmenter le prix du carbone et il faut que les gouvernements s'engagent très vite à augmenter le prix du carbone à son véritable coût social, le ramener à son véritable coût social. Et deuxièmement, il faut aussi penser éventuellement à des incitations
positive. Pourquoi ne pas imaginer un régime de neutralité fiscale à l'investissement vert, à l'exclusion des autres investissements, en éliminant, par exemple, toute forme de double imposition du capital vert? Voici toutes les interrogations et les questions qui sont sur notre table. Merci beaucoup, Philippe. Et ça en fait effectivement des questions et des interrogations qui nous donneront matière ensuite à la discussion. Quand tout le monde se sera exprimé, on va se tourner vers vous, Claire Vaison, qui êtes secrétaire générale d'Engie. On pourrait presque dire, si vous en êtes d'accord, que l'investissement vert, il est au cœur de votre métier au travers des transitions énergétiques et de la montée en puissance des énergies renouvelables. Vous êtes d'accord avec cette feuille de route? Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, bonjour d'abord. Engie, c'est un grand énergéticien qui a une empreinte mondiale, qui s'est tourné de manière résolue dans la transition énergétique, avec aujourd'hui quelque chose comme 30% de notre mix qui est composé d'énergie renouvelable. L'objectif de quasiment doubler cette composante d'ici 2030. J'ajoute que nous avons divisé par 2 les émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité, qu'on va le refaire d'ici 2030 et que pour un énergéticien, c'est évidemment complètement crucial aujourd'hui d'inscrire son action dans la transition énergétique. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Engie a annoncé ce matin une accélération de notre installation de capacité énergétique. On installe aujourd'hui 3 gigawatts par an d'énergie renouvelable. On va passer à 4 et d'ici la fin de la décennie, en deuxième partie de la décennie, à 6 gigawatts par an d'énergie renouvelable installée. C'est majeur pour un énergéticien, c'est une nécessité. Et puis l'autre métier d'Engie, c'est de contribuer à la décarbonation de ses clients. Et donc nous sommes aussi en capacité d'offrir des solutions qui permettent à nos clients, que ce soit des villes, des collectivités ou des entreprises, de réduire leur empreinte carbone. Donc effectivement, complètement inscrit dans la transition énergétique et dans la logique d'investissement qui y contribue. Alors justement, puisque nous avons un panel riche d'intervenants venant de secteurs très très différents, nous avons aussi tout ce qui est en amont de l'action des entreprises à travers le conseil et l'audit. Je me tourne vers vous, Hervé Elias. Quand vous avez des missions de conseil en direction des entreprises, est-ce que vous insistez sur l'opportunité que peuvent représenter pour elles l'investissement vert? On ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un petit problème de micro à activer. J'avais coupé mon micro. Bonjour à tous. Je disais que c'était un débat passionnant qui pourrait nous tenir jusqu'au bout de la soirée. Non, moi j'ai peut-être deux, trois idées autour de ce thème-là. D'abord, je pense que la situation qu'on traverse offre une opportunité historique, puisque le constat il est posé, l'objectif qu'il soit en 2030-2050 sur le climat, il est connu et accepté de tous. La trajectoire est partagée, il faut réduire nos émissions de 2% par an, mais on n'y arrive pas. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'en dehors de cette année Covid, au lieu de réduire de 2%, on est en train de continuer à augmenter nos émissions carbone. Et si on n'y arrive pas, c'est parce que tout ça relève d'une véritable transformation, évidemment de nos modes de consommation, mais surtout des processus de production, que ce soit dans les bâtiments, la construction, l'agriculture ou les industries. Et en fait, ce qui manque fondamentalement, c'est de l'investissement. Pour citer uniquement un chiffre, on investit entre 30 et 40 milliards en France dans la transition verte. Et d'ici les 3 prochaines années, il faudrait augmenter d'une quinzaine de milliards et probablement plutôt d'une autre trentaine de milliards si on veut atteindre nos objectifs en 2030. Donc les plans arrivent véritablement à point nommé pour donner de l'investissement, pour donner une capacité de l'investissement sur cette finance verte. Et tous les plans qu'on voit, en dehors du plan américain, qui est plutôt un plan de redistribution sociale, ont un volet vert qui est entre, je dirais, 30 et 50%. Quelle sera la réalité finale, c'est différent, mais les plans ont tous ce volet-là. Alors peut-être pour en venir à votre point, ce qui est très important, c'est que les fonds qui sont affectés à cette transition verte le soient réellement et qu'on évite, alors j'ai entendu un mot que j'aime pas beaucoup qui est le nom de greenwashing. En fait, je dirais plutôt qu'aujourd'hui,
il n'y a pas un cadre de reporting de la performance non financière, et en particulier sur le sujet du climat, qui est à la hauteur du cadre de reporting de la performance financière. On sait mesurer le court terme en financier, on mesure beaucoup moins bien le long terme en non financier. Alors, il existe aujourd'hui, il y a une directive qui s'appelle la NFRD, mais qui a été diversement appliquée par les États membres. Et il y a une initiative, je crois, qui est très importante de la Commission européenne aujourd'hui, d'aller vers ce qu'on appelle la CSRD, qui est un nouveau cadre de reporting qui s'appliquera à toutes les grandes entreprises, qui sera même optionnel pour les PME et qui donnera un vrai cadre normatif de mesure de la performance extra-financière et notamment de la performance climatique, avec une obligation de certification et une première production de cette CSRD qui est prévue pour début 2024. Donc c'est quand même une assez grande révolution en matière de reporting qui est proposée aux entreprises. Et ça me paraît extrêmement... Alors ça paraît une réforme assez technique, mais elle est très importante parce qu'elle va permettre aux investisseurs de donner une valeur à la performance non financière et d'être en mesure de véritablement réconcilier la performance financière avec la performance de long terme, ce qu'on appelle réconcilier le temps court et le temps long, et de véritablement valoriser les actifs verts. On présuppose aujourd'hui que ces actifs ont une rentabilité qui est supérieure, justement parce qu'il y a cet impact de la performance à long terme des entreprises. Donc, on peut penser que ça permettra de rediriger une partie de l'épargne. On sait que dans cette période de Covid, on a énormément épargné et qu'une partie de cette épargne peut se rediriger, et notamment sur les actifs verts, si leur performance de long terme peut être mesurée. Donc, je pense que la transition verte sera vraiment un élément de relance important. Merci beaucoup, merci à vous. Effectivement, cette réflexion sur le temps court de la performance et sur le temps long non financier nous amène tout droit à Claire Goudet et aux investissements qui sont opérés au niveau de votre entreprise, Rocher Participation. Forcément, c'est aussi au cœur de vos réflexions, avec d'une part cette nécessité d'une relance verte et puis de l'autre part cette jonction à faire entre les objectifs de performance à court terme des entreprises et les objectifs qu'on peut assigner à l'investissement vert sur le plus long terme. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravie de participer à ce débat. Je suis d'accord. On nous tiendrait jusqu'au soir. Ce que je trouve intéressant dans les questions qu'on pose, c'est, on parle effectivement de relance de l'économie mondiale. On pourrait aussi se poser la question de façon provocatrice, faut-il relancer? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le débat qui nous amène ici, c'est peut-être de changer de lunettes, de se dire que finalement, cette crise est aussi une opportunité de voir les choses différemment, de nous raccrocher à quelque chose de concret. Moi, j'aime bien illustrer ça par un chiffre que j'ai aussi découvert il y a peu de temps, celui des 450 ppm partis par million. On parlait tout à l'heure, que ce soit Hervé ou Thierry ou Philippe en introduction, effectivement, de ce constat partagé. Je pense que on est aujourd'hui effectivement dans une forme d'urgence. Il est effectivement temps d'agir et de réconcilier clairement ce temps long et ce temps court. Et ce que je trouve intéressant, c'est que précisément, ça nous amène au sujet des investissements. Si on commence à voir dans les investissements et notamment dans la capacité de la finance une modalité d'action, alors là, ça devient assez extraordinaire. Moi, je suis vraiment persuadée que les investissements verts, effectivement, doivent avoir la part belle dans les plans de relance, c'est une certitude. Je partage aussi complètement ce point de vue qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que la crise que l'on traverse est une véritable opportunité, et je pense surtout en France où on aime bien agir par révolution et non par évolution lente. Voilà, il y a un peu un phénomène d'alignement des planètes et de constellations qu'il faut absolument que l'on saisisse. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon effectivement de réfléchir. Associer relance et investissement, en quoi c'est intéressant, c'est que ça pose précisément cette question de l'articulation du temps long et du temps court. Donc oui, effectivement, il faut relancer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de
changer notre état d'esprit, de voir les choses différemment. Je parlais tout à l'heure de changer de lunettes, mais finalement, aujourd'hui, en fait, l'économie, elle drive une modalité de croissance un peu éternelle dans une mécanique où on sait que l'utilisation de nos ressources, malheureusement, sont finies. Le sujet, c'est peut-on voir les choses et ne doit-on pas voir les choses effectivement différemment et raisonner peut-être par rapport à des notions de croissance qui sont aujourd'hui celles que nous impose la nature, tout simplement. Moi, j'ai la chance de travailler pour une famille qui, depuis de nombreuses années, s'intéresse et préserve la nature, mais quand on regarde la nature de plus près, on n'a pas des taux de croissance au-delà de 2-3%. La croissance de la biomasse, c'est 1,5%. Et si on prend en fait ces référentiels que nous donne la nature, je trouve qu'on peut revenir avec beaucoup de bon sens. Donc pour moi, s'interroger effectivement sur relance et investissement, c'est poser effectivement cette question de la réconciliation, c'est permettre de travailler sur un changement d'état d'esprit. On voit bien aujourd'hui que nos citoyens sont et peuvent agir parce qu'ils ont le pouvoir de la carte bleue, c'est ce que dit toujours mon PDG. Donc ils ont effectivement le pouvoir d'être entendus, mais c'est probablement un temps qui est un peu long. Ce que je trouve intéressant, c'est que on peut probablement initier maintenant une voie un petit peu nouvelle avec effectivement cette combinaison de performance économique et surtout de préservation du bien commun. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on évoquait effectivement tout à l'heure, Philippe parlait du progrès. Je pense qu'il faut aussi que l'on admette, on partage ce constat sur la préservation de nos ressources et sur les problématiques de transition et de préservation du climat. Moi, je pense que croire dans le progrès, c'est pas suffisant. Croire et parier aujourd'hui sur le fait que la technologie va nous sortir de cette impasse, c'est un leurre. Je pense que le problème est bien plus profond que ça. Et choisir effectivement ces investissements responsables, c'est nous permettre de choisir entre, je ne vais pas dire la peste et le choléra, mais en tout cas entre la sobriété ou le fait que l'on soit probablement amené à terme à subir pauvreté, chômage de masse et régression sociale, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des choses un peu compliquées qui s'annoncent devant nous. Donc moi, je suis convaincue que la finance peut vraiment nous aider à sortir de cette crise. Je suis convaincue que l'économie peut nous y aider. Donc oui, il faut relancer différemment. Pour moi, c'est effectivement changer de paradigme, comme je le disais tout à l'heure, probablement réfléchir avec une corrélation entre du physique et aujourd'hui ce qu'on a pu, je dirais, dématérialiser. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à corréler à nouveau la monnaie physique et la monnaie fiduciaire, mais en tout cas sortir de cette croissance, cette idée de croissance perpétuelle, je trouve que c'est une vraie question. Après, sur la question des moyens, on évoquait tout à l'heure des directives, des cadres d'investissement. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il faut qu'on passe par de la marche forcée. Moi, j'en suis convaincue. Il y a effectivement probablement plusieurs crans. Il y a un cran au niveau des pouvoirs publics. Je pense qu'il faut clairement que les États prennent leurs responsabilités par rapport à ça, tout en admettant le fait que la France puisse avoir une solution différente de la Pologne ou de la Suède ou des États-Unis, parce que chaque pays va avoir effectivement une dépendance au charbon, des sujets particuliers ou une présence de côte maritime qui peut être une opportunité. Je pense que les entreprises vont aussi avoir besoin d'aide. On voit effectivement aujourd'hui, et c'est établi notamment pour les entreprises cotées, que quand on s'engage sur le chemin de la durabilité, on a beaucoup plus de chances d'être ciblé par des fonds activistes, et on commence malheureusement à avoir des exemples concrets. C'est vrai que l'ESG en fait est devenu, c'était je pense avant une opportunité, c'est devenu un enjeu stratégique, et donc travailler sur la façon d'intégrer l'extra-financier et l'ESG effectivement dans nos modèles, on vient de l'évoquer, je pense que c'est une voie qu'il faut faire émerger de façon très claire, donc il faut travailler sur ces points. Il y a probablement plusieurs sujets, donc j'évoquais l'état d'esprit, je pense qu'après tous les moyens sont bons, travailler sur la maîtrise du capital, sur la transmission des entreprises, il y a probablement des sujets aussi autour de l'épargne. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de travailler sur ce que j'appellerais le mimétisme du désir. Voilà, de montrer qu'il y a une autre voie possible et d'inviter effectivement les gens à changer. Très bien, merci. Et justement, une autre voie est-elle possible dans l'agriculture et l'agroalimentaire, secteur vraiment aux premières loges, dès lors qu'on parle d'investissement vert, Xavier Dorchy, chez Sophie Protéol, quel est... En fait, je vais vous poser la question de manière un petit peu provocatrice, mais l'investissement agricole est-il un investissement vert? Bon, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cet échange et je suis très heureux de partager avec vous effectivement la vision que l'on peut avoir au niveau de Sophie Protéol sur l'investissement vert et la relance. Ce qui est intéressant, c'est que finalement,
Sophie Protéol, en soi, a été un outil de relance il y a 40 ans, lors de sa fondation. Sophie Protéol, c'est la société financière de la filière des huiles et protéines végétales, qui s'est construite donc sur les ruines ou sur les restes d'une industrie de transformation des oléagineux qui était en faillite il y a 40 ans. Et en 25 ans, cette industrie en faillite est devenue un leader européen des huiles alimentaires, des énergies renouvelables et de la chimie renouvelable. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur quels ont été les facteurs clés de ce succès. Je pense qu'il y a d'abord une vision long terme, avec aussi la capacité à tenir et à soutenir des investissements dans un temps long. Deuxième facteur très important à mes yeux, il y a aussi une mobilisation collective des acteurs autour d'un projet commun. Et troisième facteur très important à mes yeux également, c'est certes la recherche d'une rentabilité financière qui est garante de la pérennité du système, mais également une attention très forte dès l'origine, en fait, sur des externalités positives et l'impact de ces investissements sur l'environnement économique et social. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les actionnaires de notre groupe ne reçoivent pas de dividendes. En revanche, ils sont très attentifs à l'impact économique et sociétal dans le monde agricole de notre action. Et c'est ce que nous voulons traduire aujourd'hui à travers notre raison d'être, qui est servir la terre. Avec les investissements verts, que ce soit Sophie Protéol ou d'autres, on va en fait flécher les investissements ou les moyens vers des particuliers et avec des conditions particulières. Pour moi, ces conditions particulières, on l'a évoqué avec les intervenants précédents, ça va être effectivement toute une batterie d'indicateurs de RSE avec des objectifs propres. Mais au-delà de ces indicateurs, ce qui me paraît très important, c'est l'importance de la vision, la véritable incarnation d'un projet et la cohérence des projets qui sont financés. Et pour revenir donc à l'investissement vert et à la relance, quand on parle ensuite de flécher les investissements vers des secteurs particuliers, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire est un formidable gisement d'opportunités pour ces investissements verts et également un atout pour la relance. Avec l'agriculture, aujourd'hui, on est au cœur des transitions alimentaires, évidemment, des transitions énergétiques, des enjeux environnementaux et de captation de carbone qui ont été évoqués. Et aujourd'hui, on arrive, notamment avec les énergies renouvelables, à monter des systèmes où le marché rémunère effectivement l'économie de gaz à effet de serre générée par le produit final et qui permet de créer des boucles vertueuses où on rémunère aussi l'agriculteur en fonction de l'amélioration de ses pratiques agricoles et des pratiques plus vertueuses. Avec le secteur agricole et agroalimentaire aussi, en termes de relance, il ne faut pas oublier l'aspect territorial et le maillage territorial, que ce soit en termes d'emploi direct ou d'emploi indirect. On est aussi sur un secteur qui a montré sa très forte résilience, notamment dans cette période de crise, et un secteur qui continue de contribuer très significativement à la balance commerciale et aux exportations avec plus de 60 milliards d'euros d'exportations et où on arrive à la fois à répondre à une demande locale de produits plus locaux, plus sains, plus durables, tout en ayant un impact économique significatif grâce aux exportations. Et donc cette combinaison et cette capacité à atteindre ces deux marchés me paraît très importante. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est effectivement autour de ces enjeux agricoles. On a des enjeux de mutation et de progrès en termes d'alimentation, de santé, d'évolution des pratiques culturelles. Il y a parfois des sauts à faire avec des enjeux d'investissement.
Et ça nécessite, ça a été évoqué aussi dans les interventions précédentes, ça nécessite aussi parfois le catalyseur ou le déclencheur du soutien des pouvoirs publics qui va permettre effectivement d'aider à faire ce saut, qui va permettre de réconcilier à la fois les attentes du citoyen et le porte-monnaie du consommateur. Alors on va en reparler effectivement des pouvoirs publics et du rôle qu'ils peuvent avoir dans la relance et l'incitation à ces investissements verts. On a entendu dans vos propos servir la terre, cette formule. Claire Vaison, vous qui travaillez chez Engie, fait aussi certainement écho chez vous. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel et la crise sanitaire et tous les défis qu'elle pose est justement, paradoxalement peut-être, une opportunité? Oui, merci Fabien. Oui, quelques mots pour revenir au sujet qui est la relance, hein, au fond. Nous étions collectivement sur un sentier de croissance qui était un sentier de croissance pour nos économies, dont nous savons qu'il n'était pas compatible avec la limitation du changement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, ce qui est l'accord de Paris, hein, de la COP 21. Nous avons là, grâce à la relance, une capacité d'investir, et Philippe le disait tout à l'heure, pour non seulement favoriser l'activité et l'emploi, mais aussi réorienter l'économie vers un chemin de croissance qui est plus soutenable. Et ce qui est entre les deux, eh bien, c'est la capacité à réorienter les investissements vers des investissements qui sont de toute façon nécessaires pour la transition énergétique, sans donner des grands chiffres, hein, de manière excessive, on en parlait tout à l'heure. Le besoin de financement tel qu'il est chiffré aujourd'hui en Europe pour la transition énergétique, c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros par an. D'accord ? En partie pour la demande, 70%, le reste pour la production énergétique, 30%. Donc, on est face à des besoins de financement de la transition énergétique qui sont considérables, et on a là une opportunité qui est celle de la relance, de réorienter ces investissements. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dit 400 milliards d'euros de besoins de financement annuel, on se rend bien compte que les financements publics ne vont pas tout faire. Et là, je rejoins d'autres intervenants autour de cette table. Il faut à la fois des financements publics ciblés, en particulier sur les technologies qui sont en train d'émerger, qui peuvent faire partie du mix de demain. Et nous sommes convaincus en particulier que le biométhane, dont il y a beaucoup de projets dans les territoires, est une solution d'avenir qui est déjà présente dans les territoires, déjà prête à démarrer. Hein. C'est du gaz qui est la même molécule que le gaz russe, simplement c'est d'origine agricole. Donc c'est un gaz qui doit montrer sa compétitivité, qui a besoin aujourd'hui de soutien public. Demain, ça ne sera plus le cas. Et de même, l'hydrogène vert est un grand vecteur qui demain peut jouer un rôle très, très important. Donc il y a des besoins ciblés de financement sur certains segments, hein, du mix énergétique, afin de conserver un mix ouvert, mais il y a aussi en même temps un besoin d'orienter l'épargne privée. Et je trouve à cet égard que beaucoup de choses ont été dites, mais c'est très encourageant de voir que les financements privés sont en train de se réorienter vers de l'investissement vert. Les fonds ISR sont en train de prendre de l'ampleur. L'État français est en train de réussir à émettre moins cher quand il émet des obligations vertes que quand ces obligations ne sont pas vertes. Donc, l'investissement est prêt à aller davantage vers des activités qui permettent la transition écologique et énergétique. C'est une très bonne nouvelle et les politiques publiques peuvent effectivement y contribuer. On a parlé de prix du carbone. Je ne prends pas ça comme quelque chose de punitif. Je crois que le prix du carbone révèle simplement quel est au fond le coût pour l'environnement des actions et des investissements en particulier. Ça peut être un guide puissant. Il y en a d'autres, et en particulier une taxonomie qui serait telle qu'elle est travaillée au niveau européen et qui serait bien adaptée à l'ensemble des situations des États membres, peut permettre de guider utilement l'investissement. Donc, on a besoin à la fois des capitaux publics bien ciblés et de capitaux privés qui se réorientent. Alors, en vous entendant, Claire, effectivement, parler de ce lien entre investissement vert et relance, j'ai envie de vous poser la question à l'ensemble du panel qui me vient. Est-ce que finalement, ce sont les investissements verts qui sont au service de la relance, ou est-ce que ça ne va pas être la relance qui va être au service des investissements verts à travers une redéfinition des priorités que tout cela implique? Peut-être Hervé Elias, pour commencer.
Je crois que c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que la relance, on le voit bien dans le plan européen, va servir la transition verte, puisqu'une partie des fonds publics seront fléchés sur ce sujet-là. Mais je suis parfaitement d'accord avec Claire Vézan. Le montant de l'investissement public européen sur la transition verte sera d'à peu près 250 milliards. Dans le même temps, on sait qu'en France, on a épargné un peu plus de 200 milliards d'euros pendant le Covid. Donc, on voit bien que l'enjeu de cette relance, il est dans comment capter une partie de cette épargne. Alors, il y a une partie de l'épargne qui est faite pour faire face au lendemain, mais il y a une partie de l'épargne qui aujourd'hui n'est pas réinvestie parce que on a des doutes sur là où réinvestir. Et donc, soit on a des mécanismes fiscaux qui peuvent inciter cette épargne à aller vers de l'investissement vert. Il peut y avoir lier les PEA à de l'investissement vert, ça a déjà été évoqué avec ou les assurances vie avec des investissements verts, ça a déjà été évoqué, mais il y a fondamentalement un appétit des investisseurs pour donner de la valeur à des investissements de long terme. Or, on sait très bien que les marchés sont faits par des acheteurs et par des vendeurs, et les principaux acheteurs étant les grands investisseurs. S'ils arrivent à valoriser cette performance de long terme, alors ils vont créer un marché qui est attractif, et ça va créer une relance complémentaire aux plans de financement public qui sont en cours. Donc c'est pour ça que, oui, la relance sert la transition verte, mais il y a un moment où la transition verte va elle-même venir alimenter la relance. Donc c'est un cercle vertueux entre les deux. Sur cette réciprocité, peut-être également, Xavier Dorchy, dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est aussi un lien que vous faites dans les deux sens. Oui, parce que je pense effectivement, quand on veut aller vers du renouvelable, que ce soit les matériaux, les carburants, les intermédiaires chimiques, on se tourne évidemment vers des produits de la biomasse issus de l'agriculture, et historiquement, les obstacles rencontrés, c'est toujours la différence de prix entre la ressource naturelle renouvelable et la ressource fossile, le coût de développement ou d'adaptation de procédés compétitifs. Et donc, c'est ça souvent qui ralentit un peu ces transitions. Et du coup, la relance et les plans de relance qui sont associés, pour moi, c'est un formidable moyen, finalement, d'accélérer ces transitions et de mobiliser, comme ça a été dit, de manière ciblée, des moyens pour franchir des marches ou des obstacles qui l'auraient peut-être été sinon beaucoup plus lentement. Alors, comment on met l'épargnant et le consommateur au cœur de cet effort? Vous disiez, Claire Goudet, tout à l'heure, dans une formule, les consommateurs ont le pouvoir de la carte bleue. Quel travail il faut faire auprès du grand public par rapport à cette question des investissements verts? Je crois que votre micro ne fonctionne pas. Il va falloir l'activer. Effectivement, je m'étais mis sur mute. Voilà. Oui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a effectivement, je pense, une sensibilisation du grand public à faire aussi sur ces différents points. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour de l'investissement vert. Pour moi, vis-à-vis du grand public et de l'épargnant, c'est redonner effectivement du sens. Ce consommateur qui a le pouvoir effectivement de la carte bleue, je pense qu'il faut tout simplement lui donner des éléments et des grilles de lecture. Aujourd'hui, effectivement, on voit, on a parlé tout à l'heure, Philippe parlait pour Mirova de Bicorp et de statut d'entreprise à mission. Je pense que ces labels, effectivement, on se mérite, en tout cas pour le consommateur, d'être dans des démarches extrêmement vertueuse, puisqu'on parlait tout à l'heure de marche et de dimension de progrès. Typiquement, effectivement, sur Bicorp, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une démarche où on cherche effectivement à devenir la meilleure entreprise pour le monde et pas la meilleure entreprise du monde. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça permet de redonner en fait au consommateur son pouvoir de choisir.
Donc, je dirais qu'on a probablement en fait tout un volant de mesures possibles. Pour le consommateur, pour moi, c'est la transparence. C'est la transparence, c'est la capacité effectivement à communiquer sur la façon dont les entreprises génèrent ces transitions. On parlait tout à l'heure de carbone, de compensation ou éventuellement de neutralité carbone. C'est des sujets qui sont différents mais extrêmement complexes. Je pense que pour le consommateur, ce qui est important, c'est de simplifier le débat et de l'aider effectivement à appréhender les enjeux par rapport à ces sujets qui sont tout assez complexes. Alors justement, Hervé, Elias, vous qui n'aimez pas ce terme de greenwashing, je vais vous adresser dans le prolongement de la réponse de Claire une question qui nous arrive du public. Comment s'assurer que les investissements sont vraiment verts et qu'il ne s'agit pas de greenwashing? Est-ce qu'il existe une mesure du carbone induit par les investissements? Vous avez en partie commencé à répondre tout à l'heure. Alors, oui, d'abord, il existe aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup de labels. On a parlé des labels ISR, des labels Greenfin pour les investissements. Donc, ils sont basés sur des premières mesures, mais qui, je dirais, sont des mesures à gros traits et n'assurent pas, d'abord, sont très coûteux à produire par les entreprises et n'assurent pas une comparabilité suffisante. Or, moi je reviens à votre question sur qu'est-ce qui fera que le consommateur ira vers cet investissement vert. Je crois que fondamentalement, c'est le jour où il comprendra que le nombre de tonnes de CO2 émises par une entreprise compte autant dans sa valorisation que son EBITDA ou que son résultat net, et que cet indicateur de tonnes de carbone produit est mesuré de façon fiable, mais surtout comparable entre les entreprises. Or, aujourd'hui, pour avoir fait cet exercice, ne serait-ce que pour ma propre entreprise, on voit que dans la production de ces indicateurs climatiques ou énergétiques, il y a énormément de latitudes qui sont encore laissées aux émetteurs dans la mesure, l'appréciation, ce qui ne les rend pas complètement comparables entre entreprises. Donc c'est une limite et c'est à ça que la Commission européenne s'attelle dans son projet normatif de reporting non financier. Nous avons dans le public quelqu'un qui s'intéresse à la biodiversité. Après tout, c'est un des chapitres du vert qui sont au programme aussi de tous les débats autour de l'écologie, du développement durable. L'assurance, la réassurance, où la réassurance peut-elle servir la biodiversité et comment? Peut-être une question pour Xavier Dorchy. Alors, moi, je pense effectivement, dans tous ces sujets d'investissement vert et d'une agriculture finalement au service de cette relance, on a des enjeux aussi d'accompagner. On a parlé de transition agricole, on a parlé de transition alimentaire, on a parlé de transition énergétique, mais il y a aussi cette transition agricole qui doit nous accompagner vers des modes de production toujours plus vertueux. Et là, on a de véritables enjeux aussi d'accompagner les producteurs sur des solutions qui vont leur permettre aussi de faire évoluer leurs moyens de production, d'aller peut-être vers des moyens de production moins agressifs. Et ça se raisonne très en amont sur des investissements, on va dire, très précoces par rapport à des cycles. Je pense notamment à toute l'industrie de la semence, où on va vouloir sélectionner peut-être de plus en plus des variétés qui seront plus résistantes aux maladies et qui permettront d'utiliser moins de produits phytosanitaires ou d'utiliser plus de procédés de type de biosolutions, c'est-à-dire des solutions de lutte contre les maladies qui ne soient pas d'origine chimique, mais qui soient plus d'origine naturelle ou biologique.
Alors, question peut-être un peu plus générale à vous tous, et puis répond qui veut, mais on a une nouvelle question du public sur la rentabilité, en fait, sur finance durable et rentabilité. Est-ce que on a des chiffres, est-ce qu'on a des outils pour répondre à cette question-là sur la finance durable est-elle plus ou moins rentable que la finance, disons plus traditionnelle? Vous qui êtes des praticiens de l'investissement vert. Philippe, je vois que vous levez le doigt. Oui, juste peut-être une ou deux remarques. Alors, oui, on peut mesurer la rentabilité de l'investissement vert avec les instruments traditionnels de la rentabilité. C'est-à-dire, vous pouvez voir ce que ça rend chaque année, les dividendes que vous pouvez verser. Vous pouvez voir aussi la valorisation de l'actif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une approche comme les anglo-saxons l'appellent de total return, c'est-à-dire dividendes plus valorisation. C'est plus ou moins rentable. Voilà. Alors, la vraie question, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est à peu près aussi rentable, si ce n'est plus rentable. Alors, il faut quand même faire attention. Il faut toujours être prudent, bien évidemment, parce que penser que le Père Noël passe tous les jours est un petit peu une idée fallacieuse. Une partie de la rentabilité de l'investissement vert vient du fait que nous avons actuellement un redéploiement assez massif de la demande de l'investissement classique vers l'investissement vert, et que les opportunités d'investissement dans le vert, opportunités, j'entends, efficaces, hein, pas les opportunités théoriques, sont pas aussi nombreuses que cela, parce qu'il n'y a pas autant de personnes compétentes capables de vous assurer que l'investissement va être bon. Donc, il peut y avoir des risques de bulles, qu'évoquait d'ailleurs Philippe Zawatier. Je crois que c'est ça la vraie question. Au fond, le vrai problème que nous avons, c'est est-ce que la montée en charge de l'investissement vert va être suffisant dans les années à venir pour, quelque part, justifier cette petite bulle qui est en train de se constituer sur les investissements verts. D'où l'importance, d'ailleurs, de poursuivre, n'est-ce pas, le tournant et même de l'accélérer, le tournant vers l'investissement vert. Et si on a bien cette accélération que nous attendons tous, eh bien, à ce moment-là, même cet effet de bulle va être absorbé par l'évolution ultérieure des rendements et des rendements des investissements existants. Claire Goudet, peut-être, vous qui êtes une praticienne de l'investissement vert. Oui, à moins que quelqu'un d'autre veuille prendre la parole, allez-y. Non. Alors, je laisse Claire Goudet, je dirai peut-être un mot après, mais... Oui, avec plaisir. Je pense que le sujet, en fait, finance durable et rentabilité, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de responsabilité des actionnaires. Moi, j'ai une conviction, c'est que les entreprises qui ne sont pas durables sont peut-être rentables immédiatement, mais ne le seront pas sur le long terme. Donc après, effectivement, le sujet de la mesure, il est assez simple, hein. Tout à l'heure, Philippe le disait, on est aujourd'hui, les entreprises qui sont, entre guillemets, durables ou responsables, savent répondre de leur performance économique de la même façon que les autres. Donc ça, c'est pas un sujet, on sait effectivement le mesurer. Je pense que la vraie question, effectivement, c'est celui de la responsabilité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est est-ce qu'il faut effectivement privilégier une lucrativité immédiate, une rentabilité immédiate, versus effectivement une dimension plus long terme. Nous, en fait, on part du principe qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité que de favoriser et d'inciter effectivement ces investissements et de créer de la valeur de façon durable. On est une entreprise familiale, on est là depuis 60 ans et on espère bien être là encore dans 60 ans. Donc pour nous, le débat, il se pose pas comme ça. Le débat se pose tout simplement dans qu'est-ce que l'on peut faire pour inciter tout le monde à suivre cette voie. Voilà, et parce qu'on est aussi sur une notion de création de valeur sur le long terme. Donc je pense que ce sujet de finance durable et de rentabilité, bien évidemment la finance durable est rentable et elle montrera effectivement, et c'est la résilience de ces business models qui montreront que si au contraire on ne prend pas ce virage, je pense que nos entreprises ne seront plus là dans quelques temps. Après, c'est cet enjeu de réconciliation tant long, tant court qu'on évoquait tout à l'heure. Philippe, Hervé, pardon, vous vouliez prendre la parole sur ce sujet-là. Peut-être toutes les doigts qui se lèvent et puis Claire Vézan. Pardon, Claire, je vous en prie. Non, je vous en prie, Claire. Allez-y, Claire, alors. Puisqu'Hervé vous cède la parole. Oui, un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, hein, tout à fait dans le même esprit. Moi, je n'oppose pas, bien au contraire, performance économique et capacité à contribuer positivement
à des critères de croissance durable. Et vraiment, bien au contraire. Quand Engie, et c'est ce qu'on vient de faire, prend un engagement de neutralité carbone 2045 sur l'ensemble de ses scopes, quand nous avons une trajectoire well below 2 degrés, nous le faisons de manière compatible avec la performance économique. Et c'est ça les deux piliers sur lesquels nous sommes, performance économique, performance financière. Et j'ajoute que le fait de se doter d'une dimension de soutenabilité, de croissance durable, est d'abord complètement clé pour avoir un business model soutenable dans la durée. Là, je rejoins complètement ce que disait Claire précédemment. Une entreprise qui aujourd'hui ne s'inscrirait pas de manière résolue dans la transition énergétique, si elle est énergéticienne, tout simplement n'aurait pas un business model soutenable. Donc, c'est une condition clé de performance économique dans la durée. Et j'ajoute que c'est une condition aussi pour attirer les talents. Quand Engie a divisé par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, le nombre de CV que nous avons reçus a été multiplié par 3. Et c'est un niveau qui ne se dément pas et même qui continue à augmenter. Donc, si aujourd'hui vous voulez répondre aux aspirations des personnes qui arrivent sur le marché du travail ou qui sont dans l'entreprise, il est absolument indispensable d'avoir un modèle de croissance soutenable. Voilà, je crois que ça, c'est RH. Hervé Elias chez Mazars, vous étiez dans les starting blocks. Oui, je partage complètement ce qui est dit. Toutes les études que l'on a aujourd'hui montrent que l'investissement ISR serait vraisemblablement un peu plus rentable que des investissements dits normaux, mais le recul que l'on a pour mesurer est encore assez limité puisque tout ça est monté en puissance depuis 5 à 6 ans. Moi, je suis assez optimiste parce que quand je vois l'appétit des investisseurs et en particulier des grands investisseurs institutionnels européens mais surtout américains et quand je vois leur aversion à continuer à financer des entreprises qui ne s'engagent pas dans cette transition verte et dont le niveau de risque augmente, et on sait que les investisseurs détestent le risque, je pense que les investissements verts ou ISR ou comme on veut les appeler auront une rentabilité qui sera supérieure aux investissements traditionnels et sur le long terme. Sans mentionner ce que je crois vient d'être dit est très juste, si on veut attirer les jeunes générations chez nous, c'est très important. Xavier Dorchy, alors moi je voudrais aussi apporter un petit complément. Je partage tout à fait ce qui a été dit sur effectivement l'attractivité des entreprises pour les talents. Et après, je pense qu'il faut revenir sur cette notion de long terme. Parce que ce qui peut paraître une contrainte immédiate, c'est en fait préparer l'avenir. Et une démarche qui aujourd'hui paraît volontaire ou volontariste, peut finalement relever de ce qui sera du droit à produire ou du droit à exister dans quelques années. Et je ferai le parallèle avec certains aspects réglementaires, de normes ou de sûreté et de sécurité alimentaire qui, il y a un certain nombre d'années, ont parfois été vécus comme des contraintes ou des facteurs de non-compétitivité pour certaines de nos industries, et qui aujourd'hui sont un formidable atout à l'export, et qui permettent, par exemple, justement, que les produits français ou les savoir-faire français ou certaines technologies françaises sont complètement reconnus sur des marchés qui historiquement n'avaient pas les mêmes exigences sanitaires ou réglementaires que la France ou l'Europe et qui maintenant justement se tournent vers ces savoir-faire qui sont maîtrisés. Et je fais le parallèle donc avec la finance verte en disant aujourd'hui peut-être on imagine se donner des contraintes, mais dans quelques années ça sera plus des contraintes, ça sera des nécessités absolues. Est-ce que selon vous, Xavier, il faut aller plus loin dans les efforts de relance, notamment en direction du monde agricole et agroalimentaire? Est-ce qu'on fait suffisamment la part belle à ce secteur-là dans le plan de relance tel qu'il est conçu en France aujourd'hui? Si je compare les contributions de ce secteur à l'économie et la taille des enveloppes qui y sont allouées, non, enfin, je veux dire, on peut toujours aller plus loin. Et encore une fois, il faut bien avoir en tête effectivement qu'avec ce secteur agricole, on est vraiment au carrefour de nombreux enjeux qui sont alimentation, santé et énergie renouvelable.
Même question donc pour ce qui concerne l'énergie, Claire Vaizan. Est-ce que de votre point de vue, la feuille de route que se donne la France en matière de relance économique est suffisamment ambitieuse dans votre secteur? Alors, je pense que d'abord, le secteur énergétique a bien été identifié comme étant un secteur important, avec notamment un plan de 7 milliards qui est prévu sur l'hydrogène décarboné. Ça, c'est une très bonne chose. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu à l'occasion du plan de relance, mais il y a d'autres outils, d'autres moments pour le faire, mais on peut regretter qu'il n'y ait pas eu d'accélération du soutien aux énergies renouvelables de manière plus large, et je pense en particulier au biométhane, voilà, sur lequel je crois le plan de relance n'a pas permis de mettre un accent particulier, alors que nous avons la conviction qu'il y a beaucoup de projets dans les territoires, et chaque projet de biométhane, le biométhane, ce sont ces cylindres que vous voyez avec un toit bombé dans les campagnes qui permettent de produire du gaz à partir de déchets agricoles. Derrière chacune de ces petites installations, il y a 3 ou 4 emplois. Voilà, donc ce sont des activités qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi dans les territoires. Bon, voilà, il est important de continuer à les soutenir. Il y a heureusement d'autres facteurs, d'autres vecteurs que le plan de relance. Une question peut-être sur le tempo pour vous, Hervé Elias, une question qui nous vient du public, qui intéresse Mazars et certainement beaucoup d'entreprises avec lesquelles vous travaillez. Sur ce tempo de finalement la question de verdir l'économie alors qu'on est encore dans une crise Covid dont les entreprises et les acteurs économiques ont du mal à se remettre. On est loin d'être sortis de l'auberge, si vous me passez l'expression. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier une relance traditionnelle de l'économie, de l'activité, de l'investissement avant de se préoccuper d'un investissement plus vert, ou est-ce que les deux vont ensemble? Pour moi, les deux vont ensemble. Alors, on voit bien qu'il y a des différences importantes dans les plans de relance, encore une fois. Si vous prenez les 2000 milliards de dollars américains, la part verte fait moins de 10%. Mais il y a une dimension de redistribution sociale qui est extrêmement forte à l'intérieur du plan. S'agissant de la Commission européenne, dans laquelle il y a des politiques de redistribution sociale qui ont déjà fonctionné au moment du Covid, je crois que ce qui était important, c'est de ne pas repartir dans le monde d'avant et de bien garder en tête. Moi, il y a vraiment un chiffre qui m'alerte, c'est pour atteindre les objectifs, il faut baisser la production de CO2 de 2%, et avant le Covid, on l'augmentait de 6%. Donc, non seulement on n'allait pas vers la bonne trajectoire, mais je dirais que on s'écartait assez gravement de la trajectoire. Donc, non, je sais que la situation est compliquée, elle est difficile, mais c'est surtout pas le moment de perdre de vue cet objectif de transition écologique et de transition verte, au risque de se réveiller dans 5 ou 10 ans en n'ayant pas avancé. Claire Goudet, justement, est-ce que je peux... Fabien, est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce point? Oui. Je crois que l'opposition politique conjoncturelle, politique structurelle était une mauvaise opposition. C'est un héritage d'un keynésianisme qui a certainement marché dans l'après-guerre, mais qui ne marchait plus, n'est-ce pas? On a fait plein d'investissements dans l'après-crise financière, des plans de relance vraiment les plus traditionnels qu'ils soient en termes keynésiens, et vous avez vu le résultat, ralentissement de la croissance, ralentissement du progrès technique, et en plus détournement par rapport aux impératifs d'adapter l'économie. Non, je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus opposer dans une politique de relance, politique conjoncturelle et politique structurelle. Et qu'il faut que la politique conjoncturelle soit bien articulée à la politique structurelle. Et c'est pourquoi l'investissement vert est si fondamental aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, comme disait Keynes, de creuser des trous et puis on verra bien, ça relancera la demande. Non, nous savons que cela ne marche plus. Et donc maintenant, il faut véritablement se porter sur le secteur de l'innovation, n'est-ce pas? Relancer l'innovation, et l'innovation, elle ne pourra être que verte parce que c'est là, aujourd'hui, que s'investissent les startups, que se crée le progrès technique de demain. Seulement, il faut des capitaux pour que cela arrive à maturité. L'investissement vert nous aidera à ne pas retomber dans le monde d'avant, comme disait Hervé.
Claire Goudet? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et puis pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, je pense qu'il y a des oppositions qu'il faut que l'on arrête effectivement de mettre en avant aujourd'hui. Moi, ce que je trouve intéressant, on parlait tout à l'heure du consommateur et du grand public. Quand on réfléchit en fait à l'investissement vient soutenir une entreprise. Une entreprise, en fait, c'est quoi? On ne crée pas une entreprise au départ pour gagner de l'argent. En tout cas, je pense que viscéralement, un entrepreneur, quand il se lance dans son grenier, dans son garage, c'est pour résoudre un problème. Il est animé par une passion, il veut créer un produit, il veut inventer. Hein, c'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Cet aspect de l'innovation, il est intéressant. Donc, finalement, en quoi aussi, associer relance et investissement, c'est pertinent, c'est que ça permet, on parlait tout à l'heure de raison d'être et de raison d'y être, aussi pour les entreprises et de politique d'attractivité pour les collaborateurs. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette question du sens, elle remet effectivement les choses dans leur contexte, elle remet l'église au milieu du village. Finalement, créer une entreprise, gagner de l'argent, c'est un corollaire effectivement de cet acte d'entreprendre. Et si on remet, je dirais, cet acte d'entreprendre dans sa vision la plus pure et la plus originelle, on voit bien qu'on s'attaque à quelque chose. Voilà, donc ça montre effectivement une volonté au départ des dirigeants de donner du sens, d'être animés par un projet. Et pour moi, cette notion d'investissement responsable, ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de redonner du sens aux investissements en qualifiant effectivement ces entreprises par rapport à la finalité qu'elles se donnent. Je vous transmets une autre question qui nous est posée. Décidément, le public s'intéresse de près à toutes ces questions-là et à celle des intermédiaires financiers. Puisqu'on parle d'investissement, il y a aussi leur rôle à ces intermédiaires financiers qui ont une vraie responsabilité dans la commercialisation des produits financiers divers. Est-ce que selon vous, là aussi, il faut agir en direction, dans cette direction-là pour encourager l'investissement vert auprès du grand public et le généraliser? Philippe, peut-être? Oui, peut-être, parce que comme quelque part, j'ai bien connu et fait ma carrière dans ce secteur-là. Oui, je crois qu'il y a à faire quelque chose. Il y a par exemple à faire quelque chose du côté de l'assurance vie. Il faut que maintenant les produits d'assurance vie se verdissent et que ce soit pas simplement des produits exotiques, que ce soit des produits à risque, je crois, c'est nécessaire. Mais naturellement, je crois qu'il faut associer à ce développement à cette vente par les intermédiaires financiers de produits qui inclut bien de l'investissement vert à haute dose, voire à dose exclusive, il faut l'associer à quelques avantages et probablement à des avantages fiscaux, car vous ne faites pas une campagne commerciale pour un produit d'épargne si vous n'avez pas quelque part un certain nombre de différenciations par rapport aux autres produits, n'est-ce pas? Et la différenciation, elle n'est pas simplement sectorielle, vert ou pas vert, elle est aussi dans le régime fiscal, dans le régime financier. Voilà. Donc je crois que là, il y a une conjonction entre la finance et d'un certain point de vue, la fiscalité qui doit se faire. Claire Vézan, je reviens à vous très rapidement, un petit peu en pensant aussi à vos anciennes expériences ministérielles à Bercy et à Matignon. Du point de vue de l'investissement vert, vous trouvez là aussi que le plan de relance il va assez loin, ou est-ce qu'il faut muscler cette jambe verte? Je crois qu'on a bien pris conscience en Europe et en France en particulier du besoin d'utiliser le plan de relance pour changer de trajectoire. Hervé le disait tout à l'heure, on était sur une trajectoire complètement insoutenable en termes de réchauffement climatique. Si on se met pas sur une trajectoire soutenable maintenant, dans 5, 10, 15 ans, les conditions de vie de l'humanité seront insupportables et elles le sont déjà dans certaines régions du monde. Donc, oui, en France, en Europe, il y a une part substantielle des plans de relance qui vont vers de l'investissement vert. L'investissement vert, c'est bien plus que le secteur énergétique, pour reprendre aussi votre interrogation de tout à l'heure. C'est bien sûr le secteur énergétique, mais ce sont beaucoup les modes de production, les modes de consommation. Et je pense à tout ce qui est fait en matière en particulier de rénovation thermique, de villes intelligentes qui consomment moins, toutes ces choses-là servent la transition énergétique. La transition énergétique dans nos économies européennes, elle se fera avec des énergies qui se verdissent et une baisse de consommation. Je crois que ces deux aspects sont bien pris en compte par les plans de relance. Donc oui, moi je crois que le plan de relance, de ce point de vue-là, saisit l'opportunité qui est aujourd'hui plus qu'une opportunité, mais une nécessité d'utiliser cet investissement pour se retrouver sur un chemin de croissance qui est soutenable.
Xavier, chez vous aussi, dans le domaine agricole, est-ce qu'il y a un lien ou une analyse que vous développez sur production agricole, consommation versus soutenabilité et investissement vert? Alors, L'investissement production vert en agricole. agriculture passe par des baisses de production? Alors, production agricole et soutenabilité, oui, et on parlait tout à l'heure aussi beaucoup des attentes sociétales. Et donc, évidemment, l'agriculture, elle va répondre à ces attentes. Et on voit aujourd'hui, par exemple, un développement très significatif de tout ce qui est agriculture biologique, mode de production d'agriculture biologique. Mine de rien, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple, mais ça nécessite aussi des nouveaux investissements, par exemple dans les chaînes logistiques, parce que on va isoler les productions, on va peut-être pas diriger les graines ou les produits vers le flux le plus naturel, on va devoir segmenter. Donc derrière ça, il y a aussi beaucoup d'investissements pour répondre à l'évolution des attentes sociétales. Et je rejoins, parce que tout à l'heure, on a parlé de la carte bleue, je rejoins aussi un des points qui était une de mes conclusions tout à l'heure. On a un enjeu qui reste quand même, et c'est la même chose quand on parle de rentabilité des investissements verts, de réconcilier une fois de plus les aspirations du citoyen avec les contraintes économiques du consommateur. Et donc ça se retrouve dans les coûts de production, dans les rentabilités des produits d'investissement, etc. Ça fait beaucoup de champs qu'on a abordé effectivement, de l'économique à la performance financière, aux enjeux sociétaux aussi. Philippe Trainard du Cercle, il va vous revenir le redoutable honneur de conclure ces riches échanges. Non, je crois que nos panélistes, que je félicite, ont conclu par eux-mêmes. Je dirais en conclusion, premièrement, nous sommes dans une situation où il y a des opportunités et il faut saisir ces opportunités, unanimité du panel sur ce point. Deuxièmement, 3 actions à mener, n'est-ce pas? Tout d'abord, importance de l'innovation, cela a été répété partout, important notamment de l'innovation dans les énergies renouvelables. Il faut donc investir dans l'innovation. Deuxième sujet très important qu'il faut faire, bien définir ce qui est vert. Il faut savoir ce qui est vert, et là, Hervé nous a bien insisté sur ce sujet. Troisième point, eh bien, il faut savoir que l'investissement vert est aussi au service de la valorisation des avantages comparatifs de la France. L'agriculture, l'agroalimentaire font partie de ces avantages. On en a parlé. Le nucléaire, on n'en a pas parlé, mais ça aurait pu être un des sujets. Alors, il y a 3 points à ne pas oublier. Toutefois, ne négligeons pas les incitations. C'est vrai que l'économie semble aller dans le bon sens, mais il faut calculer la vitesse à laquelle elle va dans ce sens par rapport à la vitesse à laquelle nous devons réduire les émissions de carbone. Et je ne suis pas sûr que la vitesse à laquelle nous allons dans le bon sens est suffisante. Donc, il faut accélérer. Le prix du carbone est important. Les incitations fiscales doivent servir à cela. Deuxièmement, n'oublions pas l'investissement public. Nous n'en avons pas parlé. C'est très important. Il est contenu dans le plan de relance. Mais je crois il faut aller au-delà. Il y a des choix publics à remettre en cause. Nous avons construit, je pense, suffisamment de ronds-points et de routes en France pour avoir maintenant comme priorité de nous tourner vers le vert plutôt que vers le goudron. Enfin, dernier point, je crois, ça c'est un point vous avez abordé, vous nous avez posé la question. Attention, les émissions de carbone, les émissions de méthane, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres dimensions du verdissement dont nous avons moins parlé, comme la biodiversité. Et cela c'est très important, mais dans ce domaine, nous ne sommes pas aussi avancés que dans les émissions de carbone. Il faut bien le reconnaître. Donc nous avons quelques pas de géants à faire. Merci. Merci Philippe, merci et merci à vous 5, nos panélistes de cet après-midi sur cet investissement vert au service de la relance. Merci au public qui nous a suivis nombreux apparemment, si j'en juge par le nombre de questions. Très belle fin d'après-midi à tous, à bientôt.